On ne contribue pas à stabiliser un pays en abrutissant les gens, en transformant le peuple en bétail électoral. Et je plaide vraiment pour la démystification des élections présidentielles en Afrique. L'alternance politique, le changement de régime ne suffit pas. C'est le changement de paradigme économique qui s'impose. Mais cela suppose que nous prenons aujourd'hui la responsabilité d'aller plus vite et plus loin, y compris dans les langues nationales, dans cette éducation citoyenne. Que les gens comprennent. Je vous assure que si nous avions le même niveau de compréhension des enjeux de ce qui nous arrive, des causes de ce qui nous arrive aujourd'hui, les causes structurelles, d'abord, on se taperait moins dessus les uns les autres, on comprendra qu'on est dans le même bateau, et les gens sauront comment voter, et les gens sauront surtout comment exercer le contrôle citoyen après le vote. Il n'y a pas une seule élection en Afrique où l'Union européenne domine totalement. L'Union européenne finance, supervise et atteste les résultats. Et immédiatement après, impose au président élu ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire ouvrir les marchés aux entreprises. Il ne peut pas ne pas accepter de deux choses l'une, c'est ce que je disais avec Marc, où on ne fait pas de politique, où on entre sur la base de compromissions qu'on n'a pas la latitude d'expliquer à son peuple. C'est en cela que c'est des prises de guerre pour moi, c'est des otages. Tous autant qu'ils sont. On sait aujourd'hui pourquoi ils se frottent les mains. Parce qu'ils savent qu'il y a un si faible niveau de compréhension des enjeux qu'on peut nous pousser à tout moment à nous attaquer entre nous. Après les élections maliennes, ce sera les élections nigériennes, les élections sénégalaises. Ce sera la même histoire de transparence des urnes. Mais exigeons de nos dirigeants qu'ils nous parlent aussi des enjeux économiques, géostratégiques. Est-ce que nous allons être, je ne sais pas moi, il y a un proverbe de chez moi qui dit que le poisson se trompe s'il croit que le pêcheur est venu pour le sauver. Et si vraiment, si nous croyons que ceux qui sont l'investisseur est venu pour nous sauver, nous nous trompons lourdement. Or, pour nos dirigeants, et sans investisseurs étrangers, il n'y a pas d'investissement. Aujourd'hui, les États libéraux se retranchent tous derrière leurs grandes entreprises. Ils espèrent tous que leurs entreprises iront faire du profit en Afrique pour venir résoudre les problèmes ici. Et nous sommes obligés de manger de ce pain-là pour survivre politiquement. Tous les historiens les plus sérieux vous diront que lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, et contrairement à cette affirmation grossière que je viens d'entendre, en Afrique, il existait l'écriture. L'écriture Bamoun, l'écriture Vaille, les hiéroglyphes, le démotique. En Afrique, on savait lire. Pas tout le monde, parce que l'écriture n'a jamais été à la portée du monde entier sur la planète Terre. Mais simplement, il y avait des castes, il y avait des gens qui savaient lire et écrire. Donc, le fait de dire que ces gens, moi je ne vois rien de positif dans l'arrivée de ces gens-là. Il n'y a rien de positif. Parce que quelqu'un qui prend ma grand-mère, il la viole. Il prend ma soeur, il la viole. Il viole ma fille. Après, il m'offre un véhicule, une maison à étage. Si c'est ça qu'on appelle, je fais un parallèle, hein, c'est pas comme ça exactement les choses sont passées, parce qu'il n'y a pas de véhicule à l'époque. On doit arrêter, on doit sortir de ces conditions. La France ne comprend pas l'Afrique. Et il est grand temps qu'elle la comprenne. Il faut cesser de voir l'Afrique comme un réservoir, il faut cesser de voir l'Afrique comme une masse de manœuvre qui doit suivre. Il faut voir l'Afrique majeure, il faut voir les masses populaires qui prennent conscience de leurs intérêts, qui revendiquent légitimement et qui réclament la différence, les droits de la différence. Vous imaginez que sur les 9 brevets les plus importants de l'ordinateur, il y a un noir qui détient 6 brevets. Personne ne le connaît. Il s'appelle Mark Dean. Mais quand vous parlez de gigaoctet, par exemple, c'est lui le père du gigaoctet. Vous voyez? Et c'est lui qui a lancé la marque Lenovo. Quand vous voyez Lenovo, c'est Mark Dean. Et il a fait une interview sur CNN, dans The Times, il a parlé de l'avenir de l'informatique. Mais la chose, c'est comment vous faites pour imaginer que l'informatique fonctionne avec les mathématiques africaines. C'est un noir qui détient 6 brevets sur 9. Et vous avez des ingénieurs informatiques qui ne savent même pas qu'il y a un noir qui est à ce niveau-là dans l'univers de l'informatique. Maintenant, ce même noir aurait vendu du shit à la 24e avenue, on l'aurait connu. Donc, ce qui veut dire quoi? On organise le négatif sur le positif.
de manière à faire en sorte que nous ayons toujours ce déficit de souveraineté, ce qui montre bien qu'il y a manipulation. Les Européens, je les adore. Et je leur dis toujours que je les adore. Parce que voilà un entraîneur qui t'entraîne à la méchanceté et tu ne le payes pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fiche de paye montrant que nous payons les Blancs dans leur méchanceté vis-à-vis de nous. Mais c'est excellent, hein, c'est du bénévolat. Wow. Le gars s'entraîne à être méchant. Enfin, il nous entraîne à devenir méchant. Mais il y a une chose qui se passe. C'est que quand il met la barre à 1 mètre, on saute. À 2 mètres, on finit par sauter. À 3 mètres, on finit encore par sauter. Mais il ne faut pas qu'il oublie une chose. À 50 cm, il ne saute pas, lui. Hein. Pendant qu'il nous entraîne à sauter la barre à 3 mètres, à 50 cm, il ne saute pas. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés. C'est ça l'impérialisme. N'allez pas plus loin. L'Afrique ne peut pas tout attendre de l'Europe. Et moi j'en ai assez quand je parle avec des Africains. Souvent on me dit l'Europe doit nous aider, l'Europe doit nous aider. C'est comme si j'étais dans la maison de mon père et je dis que le voisin doit me nourrir. Je sais bien qu'il y a des torts que nous devons reprocher à l'Europe. Mais 3 siècles de reproches ne changeront pas notre destin. Donc, chercher un coupable extérieur ne changera pas notre destin. Si ma maison brûle et je reste là et je dis quelqu'un a jeté une allumette, ma maison brûle, quelqu'un a brûlé ma maison, quelqu'un a brûlé ma maison. 3 saisons après, je serai encore sous les étoiles. Donc oui, l'Afrique peut reprocher des choses à l'Europe. Oui, mais les défaillances de nos dirigeants d'aujourd'hui, nous ne pourrons pas les justifier, les légitimer uniquement en accusant l'Europe. Ce serait nous mentir à nous-mêmes. Bingo! Un empire doré fondé par le roi forgeron Soumaoro Kanté et qui sera agrandi, unifié puis fortifié par le fameux Soundiata Keïta. Après avoir renversé son prédécesseur, il abolit définitivement l'esclavage entre Maliens et énonce son programme. Que ceux qui font la guerre fassent la guerre, que ceux qui font le commerce fassent le commerce, que ceux qui pratiquent l'agriculture pratiquent l'agriculture. Ainsi le Mandé sera agréable à vivre, le Mandé sera prospère. Il met en place un grand conseil, renforce son armée et intensifie la recherche et la production d'or. Et c'est comme ça que le Mali va faire fortune et bâtir sa réputation de grand commerçant international. D'où l'importance mondiale de l'histoire africaine entre le 8e et le 15e siècle. Pratiquement tout l'or qui venait en Europe, en Asie, par l'océan Indien ou par l'océan Atlantique, venait d'Afrique et d'Afrique subsaharienne. Et c'est aussi de là que vient l'homme le plus riche de tous les temps, Kankan Moussa, connu également sous le nom de Mansa Moussa, un autre empereur du Mali que l'historien Francis Simoni s'appelle le roi de l'or. Le mot religion n'existe dans aucune langue africaine. J'insiste, aucune langue africaine ne connaît le mot religion. Ça, c'est d'une part. Le mot développement est un piège. C'est un fourre-tout dans lequel nous avons plongé depuis les années 70, sans savoir ce que c'est que le développement, sans comprendre le développement, sans savoir où on va. Et après que les Africains aient brillamment échoué dans la course vers le développement, ils sont passés à la course vers l'émergence. Mais vous n'avez pas trouvé un Africain, en tout cas éminent, qui connaisse la chose, qui vous donne une définition sérieuse, concrète de l'émergence. Résultat, de la religion au développement en passant par l'émergence, on est dans le flou le plus total.